Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une ce soir, retour sur le conflit en Ukraine. 9 mois après l'entrée des troupes russes sur le territoire, l'arrivée de l'hiver rend la guerre de plus en plus rude pour les populations. Mais à défaut de trêve, le marché des armes s'emballe. Nous reviendrons ensuite sur les mobilisations qui touchent la Chine. Et puis enfin, nos correspondants en Europe centrale évoqueront l'élargissement de la zone Schengen. L'Ukraine a froid et les armes pleuvent. Alors que le pays vient de passer le cap des 9 mois de conflit, Zelensky multiplie les demandes d'armes et les mensonges de guerre. Le point tout de suite. 6 millions d'Ukrainiens sans chauffage. Après les bombardements massifs d'installations énergétiques par les Russes, c'est plus d'un Ukrainien sur 10 qui vit aujourd'hui dans des conditions difficiles dues au froid. Dans la capitale, à Kiev, l'eau courante manque également. Води немає. Але ж це такі незручності, що ми переживемо, Золотка. Аби без Росії. Трудно, нічого. Це не критично. Жалко діточок малих, оце жалко. Бо їм і тепло потрібно, і зручності потрібні. Таким мамам дуже важко. А ми дорослі, ми переживемо. Ми до цього готові були. Що все буде добре, все буде Україна, чесно. Les températures dépassent désormais le seuil négatif, au moins la nuit. La piqûre du froid devrait donc pousser Volodymyr Zelensky à préserver son peuple et tenter de faire avancer les possibles négociations de paix dont il est pour l'heure exclu au vu de ses outrances. Mais la priorité du moment semble aller encore aux armes et à l'argent. Ainsi, la Grande-Bretagne a fait savoir qu'elle envoyait de nouvelles munitions à Kiev, à savoir des missiles air-sol Brimstone 2 à guidage laser avec une portée d'environ 60 km. Les Ukrainiens les tirent toutefois depuis le sol. Mais un autre arrivage d'armement autrement plus important est d'ores et déjà programmé, celui des États-Unis qui pourraient envoyer des GLSDB, en français des bombes de petit diamètre tirées depuis le sol. Confectionnées par Saab et Boeing, ces bombes combinent la technique d'une bombe classique à celle d'un moteur de roquette M26. Pesant environ 110 kg, elles ont une portée de 150 km. Mais leur principal avantage est leur faible coût. Il n'en reste pas moins qu'il faudra attendre le printemps pour la livraison si la commande est validée. Les États-Unis auraient alors dans ce cas intérêt à voir le conflit se prolonger. Il semble d'ailleurs qu'une nouvelle cargaison de militaires américains soit sur place. En effet, alors que les médias voient les milices russes Wagner partout sur la planète, ils évoquent peu celle de Mossad réunissant des vétérans américains à pied d'œuvre pour former les soldats ukrainiens. Rien qui ne devrait rétablir la paix en Ukraine donc, à l'instar de la propagande toujours acharnée et mensongère des médias occidentaux. Dans ce cadre, il faut aussi signaler la tentative de réécriture historique en guise de propagande de guerre. En effet, le traitement de la commémoration de l'Holodomor, où s'est rendu Volodymyr Zelensky accompagné de son épouse, a ouvert les vannes des approximations. Le président ukrainien a accusé la Russie de vouloir faire comme Staline dans les années 30, laissant entendre que la Russie avait déjà fait subir l'Holodomor aux Ukrainiens il y a près d'un siècle. Un parallèle que les médias occidentaux ont trouvé très judicieux, oubliant que dans les années 30, la Russie n'existait pas autrement que dans l'URSS au même titre que l'Ukraine, et que la famine, organisée par les communistes du géorgien Staline et certains dirigeants ukrainiens, avait tué plus de 5 millions de personnes, dont 2,5 millions d'Ukrainiens, mais aussi 1,5 million de Russes. Une tragédie dont chacun ferait mieux de se souvenir avec exactitude pour éviter de nouvelles victimes et plutôt précipiter la paix. Que se passe-t-il en Chine ? Depuis quelques jours, les réseaux sociaux relaient des manifestations d'hostilité aux politiques sanitaires du pays, des manifestations qui prendraient une tournure politique. Élément d'explication d'Olivier Frère-Jacques. La Chine va-t-elle connaître une révolte historique ? Depuis mercredi 23 novembre et une manifestation d'ampleur dans la première usine Apple du pays, la possibilité de voir l'empire du milieu vaciller agite la classe médiatique. France Info sort même les titres des grands soirs en affirmant que les manifestants font, je cite, « trembler le régime de Xi Jinping ». Il s'agit ici de regarder avec le plus de sang-froid possible ce qu'il se passe à plus de 8000 km de chez nous. Tout d'abord, les informations que l'on détient sur la Chine sont à prendre avec des pincettes, puisque nos principales sources d'informations sont d'une part les réseaux sociaux et leurs extravagances, et de l'autre, les grandes rédactions, souvent partisanes.
Un mouvement de mécontentement aurait ainsi pris forme depuis Zhengzhou, dans le Henan, il y a 5 jours. Et cela dans une usine Apple. Des grandes agglomérations ont depuis vu des protestations éclater. Shanghai, Pékin, Urumqi, Cantou ou encore Wuhan. Autant de grandes villes, mais pour quelle mobilisation ? Le Monde, qui parle du plus grand mouvement depuis 1989 et les manifestations de Tiananmen, évoque ainsi le chiffre de plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le pays. On parle ici d'un pays à 1,3 milliard d'habitants. Le journal Le Monde encore parle ainsi de quelques centaines de manifestants à Pékin dimanche soir. Pékin compte pas moins de 18 millions d'habitants. Si quelques villes ont connu des manifestations plus grandes, il s'agit néanmoins de toujours ramener ces chiffres à la population du pays. Le pic de cette crise en cours aura probablement été atteint avec l'incendie d'un immeuble résidentiel faisant 10 morts et 9 blessés à Urumqi, un incendie qui n'aurait pas pu être éteint du fait du blocage des routes pour cause de confinement. En revanche, ce qui semble marquer ces manifestations est la teneur politique qu'elles prennent. En effet, une critique de la politique sanitaire du zéro Covid. En effet, les manifestants dénoncent la politique sanitaire du zéro Covid. Et certains en viendraient même à demander la démission du président Xi Jinping. C'est politiquement probablement fort dans un pays marqué par plusieurs décennies de communisme, mais ça ne constitue pas une quelconque menace pour l'intégrité de l'État chinois. Au plus fort des Gilets jaunes, des dizaines de milliers de Français convergeaient vers la capitale tous les samedis et demandaient la démission d'Emmanuel Macron. Jamais France Info ne parlait alors de régime qui tremble. Le traitement de la Chine est d'ailleurs assez étonnant venant de la presse française qui s'est largement faite le porte-voix des politiques sanitaires chez nous, mais qui aujourd'hui tente de magnifier en Chine ce qu'ils ont vomi hier en France. Est ainsi mis en avant la phrase d'un manifestant chinois affirmant, je cite, « Nous sommes torturés par un petit rhume ». Une phrase qui ne serait pas tolérée dans la bouche d'un Français. Ajoutons que la couverture vaccinale en Chine est très large et que le problème de Covid n'est pas réglé. Si l'importance des manifestations est délicate à apprécier, la répression politique, elle, semble se poursuivre avec des témoignages d'arrestation au domicile des personnes ou sur leur lieu de travail. Rien de très étonnant dans un État communiste. En revanche, la prolifération de manifestations peut aussi soulever une autre question. Existe-t-il des opérations d'ingérence en provenance d'États étrangers pour déstabiliser la Chine ? L'analyse de la situation en Chine laisse une grande place à l'hypothèse, mais il convient d'avoir à l'esprit que, comme pour la Russie, nous est vendue en France une situation toujours au bord de l'implosion, alors que ce n'est apparemment pas le cas. En Chine, le niveau de vie de la population a connu un bond exceptionnel au cours des 2 dernières décennies, ce qui intègre la décennie de Xi Jinping. Autoritaire mais pragmatique, Xi Jinping assure une redistribution et a donné à son pays une certaine fierté. S'il fait face à un début de rébellion, il l'écrasera avec le soutien ou le désintérêt de la majorité de la population. Parmi les dossiers importants de l'Union européenne, outre la guerre en Ukraine, figure également l'élargissement de la zone Schengen à 3 nouveaux pays de l'Est. Mais toutes les réticences ne sont pas encore aplanies. Explication de nos correspondants en Europe centrale. 15 ans après leur entrée au forceps dans l'Union européenne en 2007, la Roumanie et la Bulgarie vont-elles enfin entrer dans l'espace Schengen ? Le Conseil européen devrait trancher cet épineux dossier en décembre et peut-être valider l'entrée de 3 nouveaux membres dans l'espace. La Croatie, qui a adhéré à l'Union européenne en 2013, et les 2 États les plus pauvres de l'Union, la Roumanie et la Bulgarie. Les accords de Schengen, signés en 1985 et entrés en vigueur une décennie plus tard, ont abouti à l'abolition des contrôles frontaliers entre les États membres de l'espace. En sont membres la plupart des pays membres de l'Union européenne, ainsi que quelques autres États comme la Suisse, avec toutefois le maintien minimal de contrôles douaniers. L'espace Schengen a ainsi maintenu les frontières internes ouvertes, même si des événements comme la crise des migrants ou le Covid ont parfois amené à la réinstauration de contrôles frontaliers aux frontières nationales. Si pour les particuliers, notamment les frontaliers, Schengen représente la possibilité de franchir des frontières terrestres sans contrôle de pièces d'identité, en réalité, l'enjeu majeur de cet espace se situe ailleurs. Il permet surtout de fluidifier le passage des marchandises et plus particulièrement le trafic des camions qui doivent parfois attendre 1 voire plusieurs journées pour franchir une frontière Schengen. C'est ainsi que l'on peut observer des files de camions de parfois plusieurs kilomètres entre la Roumanie et la Hongrie, qui sont pourtant tous les 2 membres de l'Union européenne. Mais si la Hongrie fait partie de Schengen, ce n'est pas le cas de la Roumanie, et cela entraîne un strict, long et donc onéreux contrôle des poids lourds. Alors que les pays d'Europe centrale, comme les pays baltes, la Pologne ou la Hongrie qui avaient rejoint l'Union européenne en 2004, avaient vu leur entrée dans Schengen être rapide, puisqu'elle s'était effectuée en 2007, en revanche, la porte est toujours restée fermée pour la Roumanie et la Bulgarie.
Ce sont notamment les Pays-Bas qui se sont toujours opposés le plus fermement à ce que la Roumanie et la Bulgarie rejoignent Schengen. Selon Ferenc Almasi, derrière les discours sécuritaires se cachent en réalité des enjeux commerciaux très importants derrière ce blocage. Ça fait longtemps que les Pays-Bas sont le pays qui s'oppose à l'entrée, en particulier de la Roumanie, dans l'espace Schengen. Il y a une raison qui est en fait un secret de polichinelle, c'est celle des ports en eau profonde. Il y a en Pays-Bas le port de Rotterdam, qui est un des principaux ports du monde, qui est le principal port européen, qui sert notamment beaucoup pour décharger des marchandises venues de Chine, avec la mise en place de la nouvelle route de la soie par la Chine. Le port de Constanța, en mer Noire, donc en Roumanie, est un concurrent très sérieux, une vraie menace pour le port de Rotterdam. C'est donc la vraie raison profonde pour laquelle l'État néerlandais s'est toujours opposé à l'entrée de la Roumanie dans l'espace Schengen, indépendamment d'autres raisons avancées d'ordre sécuritaire. Alors contrairement à ce qu'on peut imaginer, la Roumanie c'est quand même un pays qui a une organisation pour le contrôle des frontières qui est tout à fait fonctionnelle. Et il le démontre très bien en ce moment d'ailleurs, puisqu'ils savent bien que alors que ces discussions sont remises sur la table pour l'entrée de la Roumanie dans Schengen, ils essaient de démontrer, peut-être même avec parfois trop de zèle, au détriment de particuliers, d'associations, d'entrepreneurs. Des entrepreneurs moldaves que je connais, par exemple, sont en grande difficulté pour faire passer du matériel de la Moldavie vers la Roumanie, alors que tout est parfaitement en règle. Donc il y a parfois un excès de zèle. La Roumanie démontre donc qu'elle peut très bien contrôler ses frontières. Elle le montre depuis 2015, d'ailleurs, en fait, lorsqu'il y a eu le début de l'invasion migratoire par les Balkans. On se souvient que la Hongrie avait fait une barrière à sa frontière sud avec la Serbie pour arrêter cette vague. La Roumanie a aussi beaucoup fait pour arrêter ces clandestins qui voulaient rentrer dans l'UE et dans Schengen en particulier. Donc la Roumanie aujourd'hui est un pays qui peut contrôler ses frontières et qui le démontre activement. La guerre en Ukraine pourrait bien avoir raison de certaines résistances et accélérer plusieurs processus d'intégration euro-atlantique. Adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN qui sont en cours, passage à l'euro en Croatie le 1er janvier 2023, accélération du processus de passage à l'euro en Bulgarie, et donc adhésion de la Croatie, de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen. Presque tous les voyants sont au vert concernant l'extension de l'espace Schengen, aussi bien du côté de la Commission européenne que du Parlement européen. Il reste encore toutefois à obtenir un accord lors du prochain Conseil européen des 15 et 16 décembre 2022, et donc à surmonter les réticences historiques des Pays-Bas, mais aussi celles plus récemment exprimées de l'Autriche. Il y a une dimension très politique en Autriche sur Schengen. Il y a la peur pour ce pays frontalier des Balkans d'avoir à nouveau une immigration illégale qui ne pourrait pas contrôler, en particulier si, par exemple, la Croatie venait à rentrer dans l'espace Schengen. Ils considèrent qu'il n'y a pas toutes les garanties par rapport à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, qui sert aussi pour les passages de migrants. Et puis les Autrichiens, que c'est depuis 2015, plutôt 2016, on l'a vu particulièrement sous le Covid aussi, c'est probablement un des pays de l'Union européenne qui a le contrôle frontalier le plus strict et le plus actif. Encore aujourd'hui, il y a régulièrement des contrôles sur les passages frontières. Donc pour l'Autriche, c'est une question qui est importante politiquement.